Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 7 septembre. José Soucy, bon matin. Il y a des matins que ça va vite. Hein, Michel? Faut se dépêcher. Ça n'a pas de bon sens. Oui, bien, ça court ici. Et c'est dynamique. Puis oui, on se plaît pas ce matin. C'est juste que des fois, il faut se dépêcher, tout simplement. C'est une nouvelle programmation. Puis il ne faut pas se cacher, José, qu'il y a des changements dont on arrivait en studio. Là, c'est beaucoup de choses nouvelles. C'est la nouvelle programmation. Puis on est bien là-dedans. Marie-Ève avec Cynthia pour la chronique culturelle. Marie-Ève qui arrive avec la formule météo. Quand je pense à la pauvre Marie-Ève qui travaille avec Jean, là, toujours collée. Alors voilà. José, on débute sur une note triste. On a parlé hier matin de cet incendie là, sur la 3e avenue. Et là, on apprend que la personne qui a été blessée à l'intérieur de cet incendie est décédée. Ouais, malheureusement, la personne est décédée à la suite de ses blessures et selon le département des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, parce qu'il y a eu enquête, Michel, il s'agirait d'un geste volontaire, donc on n'élaborera pas sur le sujet juste pour finalement clarifier la situation parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient actuellement dans la capitale de Loi-Blanche concernant cet incendie-là. Là, on le sait maintenant, c'est un geste volontaire. Nos sympathies à la famille. Que dire de plus? C'est triste. Très triste. Et c'est une chose qu'on doit déplorer. Puis il y a trop souvent d'incendies, malgré toutes les recommandations qu'on fait. D'ailleurs, on a une chronique prévention ici. Puis on prend tous les moyens pour informer la population pour essayer de prévenir, mais on n'y peut rien. Hier, tu as assisté au lancement de la campagne de Mathieu Rivet, ça s'est fait au CPE. D'abord, la question que je me suis posée, pourquoi le lancement au CPE Enfants Bonheur? C'est stratégique, Michel, en réalité. Tu sais que la CAQ a mis beaucoup d'argent dans les garderies, les centres de la petite enfance. D'ailleurs, il y a plusieurs projets, notamment à Saint-François de la Rivière-du-Sud, là, avec le maire Frédéric Jean qui travaille là-dessus. Je devrais contacter sous peu parce que semblerait-il que ça traînait d'une certaine façon, mais là, on est en élection. Et d'ailleurs, Frédéric Jean, qui était présent hier au lancement de campagne de Mathieu Rivet, il n'y avait pas réellement foule, sincèrement. Il y avait quelques partisans sans plus. Il y avait les gens, le personnel qui travaillait au CPE en question. Et il y a plusieurs sujets qu'on a abordés, notamment 2 sujets d'importance localement. Le complexe culturel et sportif en santé durable. Monsieur Rivet s'est engagé à travailler positivement sur le dossier, bien entendu, mais il n'y a pas d'engagement ferme, c'est-à-dire il n'y a pas de promesse de concrétisation du dit projet. En même temps, ça fait 4 ans que ça semble traîner un peu. Et là, on a quelqu'un, s'il est élu, bien entendu, il sera encore du bord du pouvoir si on se fie au sondage actuel. Mais il y a quand même... Joseph, moi, je t'arrête là parce que je vais avoir ton opinion là-dessus. Tu dis qu'il est prêt à supporter, à travailler avec les acteurs locaux, mais c'est pas un engagement. C'est quoi la différence entre les deux? Un engagement. Si je dis prêt à travailler, moi, je prends ça comme un engagement. Comme journaliste, là, tu vois ça comme... Il faut faire la différence entre un engagement et une promesse électorale. Un engagement, c'est beaucoup plus prudent. Si tu t'engages à faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tu le promets. Tu promets pas sa concrétisation. Tu t'engages à travailler en vue de la concrétisation du projet en question. Tu me suis? C'est exactement ce qu'il a dit hier. Et par ailleurs, il faut quand même le souligner que Mathieu Rivet a travaillé fort pour le financement de la salle André-Gagnon à la Pocatière. Puis ça a été un réel succès. Donc, effectivement, il a des précédents en la matière. Il pourrait, s'il était élu, favoriser la concrétisation du projet. Mais encore là, je veux dire, on peut spéculer à vitam aeternam, il n'y a pas eu de promesse ferme électorale.
Tandis que son principal opposant, Frédéric Poulin, a dit qu'elle allait le déposer dans le PQI, c'était le Programme québécois des infrastructures, pour avoir notamment le budget récurrent pour le bon fonctionnement là, à l'exploitation du complexe en question. Ça reste à suivre, Michel, mais c'est un gros dossier. C'est le dossier, sincèrement, pour Montmagny. C'est le dossier pour Montmagny. Pour notre région. Pour Montmagny. Tandis qu'au Kamouraska, ça va être très difficile pour M. Rivet. Parce que je m'explique un peu. C'est que on a l'impression que M. Rivet défend davantage les positions du gouvernement que la population locale concernant le projet de pavillon de médecine vétérinaire qui va avoir lieu, tu le sais comme moi, à Rimouski. Et il va y avoir une marche le 11 septembre et il ne sera pas présent. En même temps, s'il avait on peut comprendre un peu... Oui, mais ça va jouer contre lui. Je suis bien d'accord avec toi. Effectivement, on peut le comprendre, mais sauf que, comme je t'ai dit, il vient du Kamouraska, de Saint-Alexandre plus précisément. C'est une MRC qui pourrait favoriser un candidat du Kamouraska, mais en même temps, le projet de l'heure au Kamouraska, c'est le pavillon de médecine vétérinaire, puis il se positionne du côté du gouvernement. Donc, Puis d'ailleurs, lorsqu'il a parlé hier, il a donné sa réponse, puis je sais que tu as dû la citer ce matin, là. Ça patine un peu, sincèrement, là, du côté de M. Rivet. Là. Mais pour le reste, là, je veux dire, c'était une bonne présentation, un bon lancement de campagne. Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, était présente. C'est une femme, une excellente communicatrice, sincèrement. Elle se présente très bien. Ça a été un plus pour lui. Et lorsqu'il raconte que c'est elle qui l'aura appelé pour son lancement de campagne, pour avoir fait de la politique, j'ai certains doutes, mais en même temps, ça fait partie de l'ajout de politique. Là. On va se fier à ses dires. En passant, on parlait hier de pancarte. Oui. C'est bien pancarte, c'est le bon mot, pancarte. Vous affiches électorales, les pancartes. Écoute, il n'y en avait pas hier matin, mais je peux te dire qu'hier après-midi, il y avait de nombreuses pancartes de Mathieu Rivet qui étaient installées. Ça coïncidait avec son lancement de campagne, mais là, je peux te dire que là, il y a des pancartes. Ce qu'on voit actuellement, de nombreuses pancartes de Mathieu Rivet et de Frédéric Poulin, puis quelques-unes de Québec solidaire et quelques-unes du Parti libéral. Là, je parle de Montmagny, là, je parle de notre région. J'ai pas visité toute la Côte-du-Sud, là, mais je te dirais que pour dire, là, ce sont vraiment, et moi, c'est ce que je comprends là, actuellement, la campagne se fait même au niveau national, mais si on ramène ça au niveau local, ça va être entre la CAQ et le Parti conservateur du Québec, sans oublier que le Parti québécois, le Parti libéral et le Parti Québec solidaire sont bien représentés également. Tout indique ça actuellement, que ça va être une course à deux. Là. On s'en cachera pas. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Une campagne électorale, il se passe bien des choses, mais présentement, c'est clair que c'est une course à deux. Mais en même temps, je voulais revenir sur Mathieu Rivet et la marche du 11 septembre prochain. Tu sais que le candidat conservateur du coin, Frédéric Poulin, a dit que Mathieu Rivet, c'était tout simplement une marionnette de la CAQ. Il n'a pas été avec le dos de la cuillère, comme on dit, mais en même temps, faut qu'il fasse attention parce que tu n'attaques pas Mathieu Rivet comme tu pouvais attaquer Marie-Ève Proulx, parce que Marie-Ève Proulx, il y avait des précédents, notamment concernant tout ce qui est arrivé dans son bureau. C'était plus facile d'attaquer, mais là, tu attaques quelqu'un qui est, mis à part le fait qu'il soit candidat caquiste, je veux dire, on n'a rien à lui reprocher. Là. Donc, peut-être de lever le pied, je pense, sur les attaques qui sont pas personnelles, là, mais qui sont juste à la limite de la ceinture, selon moi. Là. Mais José, il ne faut pas oublier là, que Mathieu Rivet est maintenant le candidat de la CAQ, mais il doit vivre avec le passé de Mme Proulx. Absolument. Et ça lui nuit, sincèrement, alors, ça lui nuit. Pour lui, c'est pas facile, cette campagne-là, parce qu'il doit vivre avec le travail de Mme Proulx pendant 4 ans. Il est en politique de rattrapage, puis il y a des choses qui sont des fois dures à justifier, notamment les positions prises par Marie-Ève Proulx concernant le pavillon de médecine vétérinaire. Et oublie pas non plus que pendant le règne de Marie-Ève Proulx, on a perdu un siège social à l'ITAC qui est rendu à Saint-Hyacinthe. Donc, il y a un bilan, effectivement, qui est difficile à défendre, puis pas juste celui-là, t'as le bilan local, certes, mais t'as le bilan national également, qui est pas toujours facile à défendre, notamment concernant la gestion de la pandémie, de la crise covidienne. Tu sais comme moi qu'il y a énormément de critiques envers le gouvernement Legault, ce qui a par ailleurs favorisé l'émergence du Parti conservateur du Québec. Et là, José, on peut dire, avec les commentaires de M. Poulin, là, que la campagne est lancée. Là, tout le monde est dans l'arène et on va suivre ça avec intérêt. Absolument. Éric Duhem qui prend un pari risqué avec l'abolition de la loi 96. Explique-nous exactement. Il a fait ça hier, cette déclaration-là à Montréal. C'est que la loi 96, c'est une loi qui renforce la présence du français, qui protège un peu le français, mais c'est plus nuancé que ça, parce qu'il y a des choses, effectivement, qui sont dures à justifier, parce que tu sais que tu peux te servir de la clause non-obstant
pour dévier un peu certaines lois, là, ou ben non, je te dirais certaines directives de la Charte des droits du Québec. Je dis une directive, c'est pas le bon terme, là, mais certains points. Il y en aurait 36 que tu pourrais contourner avec la loi 96. Et Éric Duhem a pour son dire que ça divise la population. Éric Duhem, je sais ce qu'il fait, c'est que les libéraux, actuellement au Québec, sont à terre et traditionnellement, les libéraux votent pas les libéraux, les anglophones, plutôt votent pour les libéraux, alors que c'est peut-être moins le cas à cette élection-ci. On aurait peut-être un autre choix du côté des anglophones, et ça serait le Parti conservateur du Québec. Mais en même temps, en disant qu'il n'appuie pas la loi 96, qu'il abrogerait tout simplement, il peut se mettre à dos certains nationalistes qui avaient tendance à aller voir Éric Duhem pour favoriser les anglophones, mais en même temps, est-ce que les anglophones vont embarquer dans le bateau conservateur, parce qu'on sont tellement habitués à voter libéral que je ne sais pas si Éric Duhem peut réellement faire des gains de sorte que ça pourrait être profitable pour lui. Tu comprends le pari risqué, là? C'est qu'il va peut-être s'aliéner une partie du vote nationaliste pour plaire aux anglophones, mais en même temps, est-ce que ça va être payant pour lui? C'est là que le pari est risqué. C'est sûr que la plateforme conservatrice n'est pas juste ça. On sait également qu'on va emmener du privé en santé et qu'on a parlé abondamment négativement contre les mesures sanitaires, là. Mais même à ça, je veux dire, une campagne électorale, ça se fait pas juste sur un point. Ça se fait souvent sur plusieurs points, peut-être 4-5 grands enjeux. Mais là, cet enjeu-là est un enjeu quand même important. Même si c'est pas l'enjeu de cette élection-ci, la langue française, on le sait, si tu vas à Montréal, ben, tu te fais pratiquement toujours servir en anglais, puis on pourra en parler abondamment. Mais c'est ça, que je te dis, c'est un pari très risqué de la part d'Éric Duhem. Le temps va peut-être lui donner raison, on va le savoir possiblement le 3 octobre au soir, mais est-ce que ça va se concrétiser dans l'urne et que le Parti conservateur pourrait aller faire des gains sur l'île de Montréal? Qui sait? Mais tu sais qu'en même temps, j'y ai pensé hier, s'il réussit à faire des gains, le Parti conservateur du Québec, chez les anglophones, ça veut dire une chose, que on le sait, là, Pierre Poilievre s'en vient, là. Pierre Poilievre va être le chef du Parti conservateur du Canada, et la question qu'on pose présentement concernant Pierre Poilievre, c'est relativement simple. Va-t-il être élu au premier tour ou au deuxième tour? Mais on pense qu'il va être élu pas mal, tu sais, selon les spécialistes. Ça veut dire qu'au fédéral, à la prochaine élection, les conservateurs pourraient faire plus de gains qu'ils faisaient au Québec. Tu sais, au Québec, c'était 10-12 comtés. Habituellement, au fédéral, pour les conservateurs, si on réussit à percer le vote anglophone, on pourrait les faire des gains et changer complètement la donne politique au Québec en ce qui concerne la politique fédérale. Mais si jamais il a fait cette promesse-là hier, avec les conseillers derrière, il faut croire qu'il irait chercher du vote anglophone. Oui, mais... Il n'a pas fait cette promesse-là absolument, Michel, sans analyser ou... Ouais. Hein? Mais au détriment de qui? C'est ça. C'est son pari, peut-être risqué. Ça se peut que ça fonctionne bien parce qu'il y a un timing, on le sait, là. Éric Duhem, c'est un peu comme Jean Charest, c'est une bête politique et il sent vraiment le terrain. Et c'est possiblement propice à ce qu'il avance, M. Duhem. Mais est-ce que ça va réellement se concrétiser? Il reste encore 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines à l'élection et on risque d'avoir des rebondissements. Comme je te dis, c'est un pari risqué, mais ça se peut que ça fonctionne. Ils ont sûrement dû le mesurer. J'espère. Québec solidaire met de l'avant des politiques qui s'apparentent au communisme. Hey! Ben oui, mais va lire leur programme électoral, Michel. Il y a des choses qui sont questionnables. Plus de voitures à essence à partir de 2030, ça veut dire qu'on ne peut plus en vendre. Et à partir de 2040, on n'en veut plus aucune sur les routes. On veut du transport en commun, même dans les petits villages, comme imagine-toi au Lac-Frontière. Ça va se financer comment, ça? C'est pas évident. Puis en plus, on a un programme là, pour acheter 100 000 maisons, je pense. Et ce qu'on va faire, c'est que les maisons appartiendraient aux nouveaux propriétaires, sauf que le terrain appartiendra au gouvernement. Je trouve pas que ça ressemble un peu à du communiste, ouais? Mais on parle pas de l'entièreté des maisons. Mais tu sais, quand le gouvernement joue trop dans l'économie de la sorte, là, tu mélanges toute la situation, c'est-à-dire tout le système de l'offre et la demande, et ça vient complètement chambarder la situation. Est-ce qu'on ça pourrait se faire? J'en ai aucune espèce d'idée, sauf que pour le commun des mortels, ici, là, ce qu'on veut, là, on va avoir plus d'argent dans nos poches. On veut pas parler de transport en commun au Lac-Frontière ou à Notre-Dame-du-Rosaire. On veut pas non plus de projets de maisons pas trop chères. Si ce qu'on veut, c'est plus d'avoir plus d'argent dans nos poches, c'est pas compliqué. José parlait d'environnement, justement, avec Québec solidaire hier, et j'ai entendu sur les réseaux nationaux des gens qui ont dit « Ouais, mais ils se promènent avec des gros autobus, pourtant, c'est quoi qui pollue? C'est les gros autobus. » Alors, c'est 2 poids, 2 mesures. Ben, mais c'est souvent ça. C'est un peu comme au fédéral, on condamne les GES et finalement, Justin Trudeau fait le tour de la planète avec son gros avion. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est souvent ce que les gens perçoivent de nos politiciens.
En plus, c'est qu'il y a deux co-chefs, là, Nadeau-Dubois et Manon Massé. Donc, ils ont chacun leur véhicule, mais je pense que Manon Massé a un plus petit autobus, mais Gabriel Nadeau-Dubois a le gros autobus, puis pourtant, ben, ça pollue. Hein? Ah oui, ben oui. OK. Ben écoute, c'est très intéressant. C'est pas fini. Hein? On est qu'à une semaine et demie du déclenchement des élections. Fait qu'on n'a pas fini d'en entendre. Sauf que, comme je disais avec Mme Lemieux tout à l'heure dans la Chambre de commerce, on parle beaucoup de baisse d'impôts. Il y a beaucoup d'autres sujets qui sont importants. Ah, absolument, Michel. C'est parce que actuellement, là, la question de l'urne, la fameuse question de l'urne, c'est l'argent dans nos poches, c'est baisser les taxes, les impôts, c'est ce qu'on discute. Mais évidemment, la langue est là, les hôpitaux, il y a d'autres sujets qu'on doit absolument discuter, mais tu comprends que actuellement, le problème là, pour tout le monde, pour toi, pour moi, même si toi, tu es beaucoup plus riche que moi. On n'a pas fini d'en parler. Merci, José. Salut. Ça complète demain notre chronique culinaire IGA. Et on reçoit Mme Hélène Gagnon du groupe Alpha. C'est la journée de l'alphabétisation demain. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.